Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en promenade littéraire du côté d'Albert Camus. C'est un écrivain dont on a beaucoup parlé cette année. En début d'année, par exemple, il y a eu des manifestations pour commémorer sa mort accidentelle en janvier 1960. Euh, Plus récemment, on a lu sa lettre à son instituteur lors de l'hommage rendu au professeur Samuel Paty assassiné fin octobre. Et plus modestement, dans le club de lecture de l'association avec les étudiants, nous lisons actuellement des nouvelles d'un recueil L'exil et le royaume, publié en 1957, et une de ses dernières fictions d'ailleurs, publiée donc l'année où il reçut le prix Nobel de littérature. C'est d'ailleurs le discours qu'il prononça à cette occasion dont nous allons parler ensuite. Après les cérémonies de remise du prix, traditionnellement, le lauréat prononce un discours. Et c'est ce qui se passa le 10 décembre 1957 et qu'on appelle communément le discours de Stockholm. Peu de jours après, à l'université d'Uppsala, Camus délivra une conférence, donc un texte un peu plus long. Et si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver ces textes dans un volume folio Gallimard regroupé sous le titre Discours de Suède. Dans ce même volume figure aussi la lettre donc écrite à son instituteur Louis Germain le matin même où il reçut le prix Nobel. Donc si, pour commencer, je vous propose de lire quelques lignes de cette lettre dans laquelle il exprime toute sa reconnaissance à son instituteur et à l'éducation qu'il reçut. Cher Monsieur Germain, on vient de me faire un bien trop grand honneur. Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Venons-en maintenant au discours de Stockholm, dans lequel Camus va parler de sa conception de son art d'écrivain et du rôle qui, selon lui, doit être celui de l'écrivain dans la société. Alors, les déclarations ne manquent pas cependant de poser des questions et nous pourrons en relever quelques-unes au fur et à mesure. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Donc, dans ces quelques lignes, Camus souligne que si l'homme s'adonne à un art, c'est qu'il se sent et qu'il est différent d'autrui. C'est parce qu'il a quelque chose à dire de différent qu'il va écrire ou peindre ou sculpter. Cependant, en tous les cas pour Camus, l'écrivain en particulier priverait son art de sa vitalité s'il ne reconnaissait pas qu'il ressemble à tous les hommes et qu'il fait partie des hommes. Cette position est nettement en opposition avec celle de l'art pour l'art. Au fil des siècles, il y a toujours eu deux conceptions de l'art qui se sont opposées, celle en littérature en particulier, celle qu'on appelle l'art pour l'art, qui ne se préoccupe pas des contingences matérielles,
qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour d'elle dans la société et pour les hommes, que ce soit du point de vue économique, social ou religieux. L'autre estime que l'art doit servir la société et l'homme. Par exemple, c'est la position de Victor Hugo, qui a écrit beaucoup de pages sur ce qu'il appelait l'art utile. Camus continue. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. L'écrivain doit donc choisir entre les bourreaux et les victimes. Bien naturellement, puisque Camus est aux côtés des hommes, il va défendre les victimes, puisque c'est relatif à la condition humaine. Un art qui se mettrait du côté des bourreaux, pour Camus, serait à la fois condamné et condamnable. Je continue la lecture. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut, la vocation, s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. L'écrivain doit assumer deux charges, deux lourdes charges, le service de la vérité et celui de la liberté. Camus souligne très fortement ces exigences en employant des mots négatifs quand il précise que le service de la vérité exige le refus du mensonge et la résistance à l'oppression. Le refus du mensonge, c'est le refus des propagandes qui visent à obscurcir, voire à passer sous silence la vérité. Quant à la résistance à l'oppression, c'est une action militante éventuellement, qui donc peut prendre des risques. Et dans tous les cas, pour Camus, tout ça c'est une prise de position très active. En ces années 1950-1960, la notion d'engagement chez les artistes et les écrivains en particulier est à la mode. On peut dire que c'est grâce à ou c'est la faute de Jean-Paul Sartre en particulier. Pour Camus, l'écrivain ne peut se trouver aujourd'hui aux côtés de ceux qui font l'histoire. Et il dénonce les armées de la tyrannie, c'est-à-dire les dictatures totalitaires en particulier. Sartre, quant à lui, incite le lecteur, son lecteur, à faire l'histoire, et pour cela, si besoin, à se salir les mains. C'est le titre de son livre « Les mains sales », c'est-à-dire à user même de violence, s'il le faut, pour atteindre les buts qu'une politique de vérité ou de révolution se propose d'atteindre. Pour Camus, toujours du côté des hommes, tant qu'un homme sera victime d'un emprisonnement, il doit le dénoncer. Et il doit dénoncer la force qui l'opprime. Donc, dans ce cas-là, la tâche de l'écrivain ne peut pas être celle d'un partisan. Dans la conférence d'Uppsala dont je parlais en introduction, Camus va revenir sur ces deux notions et ça va lui permettre de préciser à la fois sa conception de l'art et sa conception de l'écrivain, et en particulier de se démarquer de Sartre. L'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste que engagé. Il ne s'agit pas en effet pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt d'un service militaire obligatoire. Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Donc Camus revient sur cette notion de l'art. Si l'artiste est embarqué dans la galère de son temps, est-ce que son art est encore possible? C'est une question qu'on peut se poser. Et peut-il légitimement créer quand il se trouve au milieu de tant de souffrances et au milieu de l'humanité souffrante?
Camus examine la position de l'art pour l'art, hein, qu'il qualifie de luxe mensonger, hein, celle qui ne s'occupe pas du monde et se développe seulement une esthétique. Cet art est dévoyé. Puis il examine l'art qui s'y oppose, l'art réaliste, hein, c'est la position de Sartre, qui prétend épouser les souffrances de monde pour la dénoncer, mais Camus arrive à la conclusion que cet art est également dévoyé parce qu'il risque de devenir pure propagande et idéologie. Puisque ces deux positions sont impossibles, vous voyez bien que c'est très difficile de trouver un équilibre et que donc Camus va expliquer que l'artiste doit se placer entre les deux, sur une espèce de ligne de crête, fragile, et vivre le monde et en un sens donc l'accepter, et en même temps le transformer, hein, c'est-à-dire se révolter contre lui. Et c'est dans ces conditions que son œuvre pourra atteindre la grandeur et la liberté en montrant l'homme sans le juger, hein, en restant solidaire de lui à la fois dans sa beauté et dans son mystère. Je pense qu'il faut quand même replacer les affirmations de Camus dans ses convictions, hein, dans son époque et essayer de comprendre un peu le pessimisme de sa pensée, qui est sans doute encore beaucoup marqué par les événements récents ou présents. Le souvenir du nazisme est encore proche et Camus était engagé dans la résistance pendant la guerre. Il est né dans un pays, l'Algérie, où la guerre couve, et en Europe, on constate à cette époque-là beaucoup de dictatures communistes. Les déclarations de Camus posent beaucoup de questions, hein. En effet, est-ce qu'il existe des combats où la vérité et la liberté sont absolument et totalement d'un seul côté? Donc il y a peut-être plus autant de questions que de réponses dans toutes ces convictions, mais ça peut être pour nous un moyen d'y réfléchir encore aujourd'hui, et c'est aussi le rôle de l'écrivain que de nous poser des questions. Donc je vous souhaite peut-être une bonne semaine à la lecture de Camus, et j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.